Je crois que c'est le devoir d'un ancien comme moi, qui a presque 90 ans, de décrire ce qui nous est arrivé à leur âge. Et pour plus que jamais, cette chose se reproduise. Les 70 voix de la liberté. 70 classes, de lycéens et d'apprentis, vont aller à la rencontre de 70 témoins de la Seconde Guerre mondiale. Vétérans, témoins civils, résistants et déportés vont raconter leur histoire pour inscrire la mémoire de cet événement dans la conscience de cette jeune génération. Vous faites partie des dernières générations qui avaient encore la chance de pouvoir rencontrer des vétérans américains ou des vétérans anglais, etc. Vous pourrez dire ça à vos enfants, vous leur direz, tiens, nous, on a vu dans les derniers vétérans. Donc on est vraiment une période charnière. Hein. Et puis pour qu'on puisse en tirer un enseignement, quoi. Et que derrière ça, cette rencontre-là vous permette de voir peut-être l'histoire de la Seconde Guerre mondiale autrement, mais de voir aussi l'histoire dans son ensemble autrement. Mais qu'est-ce qu'il nous faudrait comme autre mémoire finalement, je serais tenté de dire en face? La vision des ennemis. Eh oui, il nous faudrait aussi des témoignages de soldats allemands, par exemple. Et là, on aurait deux lectures des choses qui seraient différentes. Des mémoires aussi des habitants des lieux de parachutage. Alors oui, tous les gens qui étaient là. Donc là, c'est là où vous passez en fait de la démarche du simple collecteur de mémoire, de témoignages. Hein. Vous collectez des témoignages, ça c'est une première étape. Mais la deuxième étape, si vous voulez vraiment faire de l'histoire, il faudra creuser pour voir si ce que dit le vétéran correspond effectivement à ce qui s'est passé. Donc si on résume, quel est le rôle que l'historien va donner à la mémoire? L'historien, il va utiliser la mémoire pour écrire l'histoire, mais tout en étant objectif, en confrontant les sources, pour vérifier si la mémoire est bien celle que nous a racontée le vétéran en question. Ouais, donc voilà, il va l'utiliser. Pour lui, c'est un matériau historique comme un autre. Donc, l'historien a besoin de la mémoire pour écrire le passé. Alors maintenant, on va voir un petit peu ce que vous aviez comme idée sur la manière dont on peut mener un entretien. Qu'est-ce qu'un vétéran va pouvoir nous raconter? La séparation avec sa famille, ses parents. Ouais, alors effectivement, l'éloignement, la séparation de sa famille. Comment il s'est préparé au débarquement. Ouais. On peut lui demander sa perception de l'ennemi, s'il a toujours de la rancœur envers... Alors ouais, le ressenti immédiat en 1945 et avec du recul, mettons 70 ans après. Ouais. Si c'était dur pour lui de raconter son expérience encore de nos jours, pourquoi c'est important pour lui de faire passer un message? Ouais, ça, je crois que c'est pas mal de préparer des questions autour de ça, de bien songer au fait que il y a le témoignage, hein, il y a le récit, mais il y a aussi le sens que cette personne-là donne au fait de venir témoigner auprès de vous. Bon, c'est très bien. Maintenant, puisque vous avez tous une vision claire, nette et précise de ce que vous allez pouvoir demander, puisque vous avez une vision en français, maintenant il ne reste plus qu'à la formuler en anglais. Hein. What was your vision of the war before leaving? Well, I don't think we knew a whole lot about the war. I had read in high school Mein Kampf, Hitler's book, and I understood what a horrible prospect that was for the world if it continued. But we knew we had to do it. If we wanted peace, we knew that we had to go to war. Es war notwendig, wenn ich das einmal so sagen darf, dass Hitlerregimes zurückgeschlagen wurden. Es war einfach für uns Soldaten eine große, große Freude, dass wenigstens vom Westen her das ganz anders der Krieg beendet werden könnte als vom Osten, vom Russen. Mais ce qu'il fallait, c'est qu'il fallait faire le débarquement. Et pour faire le débarquement, il fallait d'abord mettre la machine de guerre en marche. We were highly trained, and we knew that one day we would go somewhere where we didn't know. And when it came, we thought, here we are. The time has come. J'ai appris la date de débarquement avant le général de Gaulle, voyez-vous. Vous voyez, nous savions que vous allez débarquer un jour, 8 jours avant, déjà on rendait les armes pour les garder propres, dans un camp de Sheffield, dans le sud de l'Angleterre, près de Southampton, et là, nous avons appris que nous allions débarquer. On a eu les plans.
les plans de débarquement. At the beginning of the attack, what was the state of mind? We were not frightened. None of us were frightened because we were immortal. We were young, immortal men. Qu'est-ce que vous avez ressenti en étant dans les premiers et débarqués le jour J? Bien, vous savez, on était tellement entraînés que pour nous, c'était un jour d'entraînement. Excepté, bien sûr, les résultats sur la plage étaient différents, parce qu'on faisait comme entraînement, mais enfin, nous étions très motivés. Hein. On rentrait chez nous, hein, et tout le monde est parti, il fait sourire. Hein. Ouais. Et on n'aurait pas voulu laisser notre place à personne d'autre. Hein. Qu'avez-vous ressenti dans le bateau avant le débarquement? Je savais que c'était pas pour faire une croisière de plaisir. Et j'étais sûr que la plupart d'entre nous ne verraient pas le point de chute. Mais je le dis toujours, l'angoisse, la peur, elle se maîtrise quand elle est continue. À force d'avoir peur, on n'a plus peur, on a moins peur. I often thought, my God, this is terrible being frightened all the time, but this is living. Nothing is like this in the experience of a man fighting. It's exciting and intriguing despite the fear. Strange, perhaps, but I think other people doubtless felt the same way. Quelle a été votre première impression de la France? Wow. The first impression's hard to say. Yeah, you landed on the beach and it was a mess, and it just was surreal. I'd never seen anything like it. I don't think I'll ever see anything like it again, I hope. What impact has D-Day had on your life? I went in as a boy of 19. I came out a man, and a very proud man. Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme un héros? No, not at all. I don't know, I have a beautiful French medal hanging in my library. People admire it. And it is beautiful. It's prettier than any American one, I might add. But no, I don't consider myself to be a hero. Je suis le dernier des vétérans de la première division blindée polonaise. Les honneurs, ça ne me concerne pas. Je préfère parler avec vous, vous voyez, pour maintenir le passé, la mémoire. C'est très important. I'm delighted that people want to know. And if people want to know, then the story will continue, I hope, for a long time. Donc on a aussi voulu leur rendre hommage de façon encore plus forte en allant ce matin à la cérémonie d'Arlington. C'est émouvant de voir qu'à leur âge, ils ont pour la plupart décidé de venir combattre au nom des valeurs qu'ils défendaient. Donc nous, on ne sait pas si à notre âge, on serait capable de faire ça. Ça paraît assez difficile. All military personnel in uniform. De rendre cet hommage-là aux soldats qui sont tombés pour nous, c'était très fort émotionnellement, je pense. Upon the command of present arms. Thank you. On voulait montrer, en tant que Normands, mais aussi représenter la France, surtout honorer toute la mémoire de ceux qui sont tombés pour nous, pour notre liberté en Normandie, aussi pour toutes les autres guerres. Là, la particularité, c'était une cérémonie qui s'inscrivait dans notre projet. Et puis surtout, les élèves étaient au cœur de la cérémonie. C'est eux qui étaient devant les élus, qui tenaient la gerbe de fleurs. Et ça, j'ai trouvé particulièrement émouvant, sachant que c'est aux États-Unis, dans le cimetière national américain. On était très honorés de pouvoir faire ça, parce que déjà, personnellement, c'était la première fois que j'assistais à une cérémonie, et là, je participais activement à cette cérémonie, donc c'était beaucoup de fierté et beaucoup d'honneur.
Moi, ça fait 25 ans que je rencontre des vétérans. Depuis 25 ans, à partir du début janvier, je vois revenir les lettres des familles qui me disent « bah écoutez, merci pour tes bons vœux, etc. mais James, il est mort ». Et je sais qu'il y en a certains d'entre eux qui sont inhumés à Arlington. Et ce matin, je me suis dit, bah, s'ils sont quelque part, et s'ils nous observent, bah, ils doivent se dire, tiens, bah, le petit gars, là, j'ai bien fait de lui raconter tout ce que je lui ai raconté parce que c'est pas perdu pour les générations futures. Les Arbres de la Liberté, ça a été quelque chose qui pouvait servir de vecteur entre les anciens qui parlent de la période qu'ils ont connue et les jeunes qui ont été les rencontrer pour transcrire ces messages. Et donc on a 70 feuilles par arbre pour symboliser les 70 ans de l'anniversaire du débarquement. Les anciens, ce sont les racines qui parlent et qui créent les jeunes pousses. Les jeunes pousses sont les jeunes. Sans les racines, il n'y a pas de jeunes pousses. Sans jeunes pousses, il n'y a pas de racines. Donc voilà, c'est la symbolique de l'arbre. Les arbres sont donc en métal, donc il fallait travailler avec les lycées professionnels et les centres de formation d'apprentis. Très très vite, ce travail est devenu un travail collectif pour pouvoir démarrer la construction dans les lycées professionnels et les CFA dès septembre. Le projet s'est monté avec, on va dire, 3 lycées référents, un par département. Donc là, il s'agissait de faire travailler tous les niveaux d'élèves depuis les arrivants en CAP première année jusqu'aux dernières années. Donc voilà, on a fait travailler tous les corps de métier qui pouvaient s'investir dans la réalisation de cet arbre. L'intérêt de ça, c'est que tout a réellement été fait à 90% par des élèves ou des apprentis. C'était l'objectif. Donc une fois qu'on a dessiné les sous-ensembles, les branches, les feuilles, etc., on met ça dans un programme informatique. Les machines sont faites pour pouvoir assumer ça. Et donc, par exemple, toutes les branches ont été découpées avec ce qu'on appelle un oxycoupeur. Donc là, voilà, on envoie un programme informatique et la machine fait le travail. Sous la surveillance des professeurs, géré par les élèves. Fabriquer un objet d'une tonne 5 de masse plus une envergure de 6 mètres de hauteur sur 5 mètres de largeur, en formation d'élèves, c'est pas courant du tout. La taille, elle est assez importante, 5 mètres sur 5 mètres. Et puis l'épaisseur, là 20 mm, on ne le fait pas souvent. C'est ça qui rend un peu la pièce unique et exceptionnelle. Cette fabrication, elle est importante, hein, c'est le but, c'est le projet technique en fait. Mais ce qui est aussi important, c'est l'aspect pédagogique. Ce que ça a appris aux élèves, c'est que la première chose, ils ont eu l'impression de ne pas faire une pièce qui va, entre guillemets, à la poubelle. C'est ce qu'ils me disent, c'est nous qui avons fabriqué ça, ça va être sur un site, on va pouvoir dire « j'ai fabriqué l'Arbre de la Liberté en 2014 ». Les premiers bombardements ont apparu comme quelque chose d'effroyable. Parce qu'ils ont eu lieu la nuit, des avions par centaines arrivaient, lâchaient des fusées lumineuses et aussitôt après, comme on voyait comme en plein jour, c'était des bombes qui tombaient et c'était 1000 avions, des avions au double fusage qui arrivaient. Beaucoup de gens ont perdu leur famille. Avez-vous vécu
ce genre de tragédie? Mon frère a été blessé à l'abdomen. Le malheureux tenait ses intestins dans ses mains. Et avant de mourir, il a simplement dit comme ça, il faudra dire à un moment de ne pas en vouloir aux Alliés. Parce qu'évidemment, les bombardements, c'était les Alliés. Ils sont arrivés jeudi midi dans le village, le jeudi après-midi, avec ma collègue, nous sommes allés sur les hauteurs de Omaha Beach à bicyclette pour voir ce qui se passait. Et il faut dire qu'il y avait à peu près 6000 bateaux de Isigny à Ouistreham, ce qui fait en gros 80-90 km. Le jeudi où nous sommes allés, les morts étaient ramassés. Mais par contre, les objets qui étaient sur les plages, c'était inimaginable ce que l'on pouvait trouver. Les péniches éventrées, les chars renversés, les grues complètement raplaties, enfin bon. Je crois qu'on n'aurait pas posé une feuille comme ça sur la plage à côté de tout ce qui pouvait joncher le sable et qui n'avait pas été remporté par la marée, parce que dans la mer, il doit rien avoir. Dès que les bombes ont un peu arrêté, on s'est jeté dans la ville, mais qui commençait à brûler partout, et on a essayé de sortir le plus grand nombre possible. Je n'avais jamais vu autant de blessures, des blessures effroyables. Ces blessés-là se sont trouvés écrasés par 2 étages au-dessus d'eux, et ils étaient tellement resserrés en dessous qu'on a eu beau casser le béton en façade, il n'y a rien eu à faire pour les sortir avant que l'incendie les ait fait mourir. Une photo qui parle toute seule. Ceux qui avaient quitté les camps sous les bombardements, quand ils revenaient, ils ne trouvaient plus de maison. S'ils trouvaient un reste de maison, c'était souvent comme ça. Et il y en a qui sont restés tout l'hiver dans leur maison pour pas qu'elle soit prise par d'autres. On savait que tout était difficile, mais on savait aussi que les habitants de la ville souffraient. Alors ça, je crois que l'une des leçons que j'ai retenues du débarquement et du rôle que j'ai joué comme tant de mes camarades, ça a été la connaissance des autres, la connaissance de l'homme, et en même temps la cofraternité qui résulte de la solidarité qu'on avait mise en œuvre d'une façon naturelle. On n'avait pas besoin de se dire c'est mon devoir, non, ça allait de soi. Cette période que j'ai vécue à 18 ans, alors que je me trouvais en contact avec les adultes, avec les ruines et avec les malheurs des uns et des autres, m'a fait passer de l'adolescence à l'âge adulte. C'est pour ça que nous qui avons vécu, il faut absolument parler. Parce qu'il faut transmettre aux jeunes générations ce qui nous est arrivé. Il faut le savoir, parce que la seule chose que je peux vous dire, la paix ne tient qu'à un fil. Nous ne voulons pas que la guerre recommence, même si nous sommes une petite goutte d'eau dans une mare. Alors tâchons qu'elle s'agrandisse. Ce sera à vous, les jeunes, de transmettre ce que je vous ai dit aujourd'hui, ce que vous avez appris. Moi, je compte sur vous. Voilà. Dans mon projet, il y avait non seulement le dessin de l'art, mais il y avait aussi son esthétique, sa couleur, etc. Donc très vite, j'ai eu envie d'avoir des couleurs un peu franches, un peu vives, donc un vert profond, un vert plus tendre olive, un rouge presque signal. Voilà, moi ce que je voulais, c'est que ça pète un peu dans l'espace. C'est une technologie automobile, puisque c'est de la maîtrise de la peinture de carrosserie automobile. L'avantage, c'est qu'on est sur un protocole anti-corrosion, puisque l'idée, c'est que ces arbres soient un peu pérennes, demeurent un peu dans le temps.
Bonjour. Quels sont les facteurs qui vous ont poussé à entrer dans la résistance? On avait tellement honte d'être occupé par nos ennemis de longtemps que je me suis promis de lutter contre l'occupant. Non seulement on avait perdu la guerre, mais on était occupés. Et avec une bande de copains de notre quartier, on n'acceptait pas cette occupation et on avait décidé de s'opposer aux Allemands. Je suis rentré, si l'on peut dire, officiellement dans un réseau de résistance qui s'appelait Front National. Des attentats dans le métro, des Allemands qui sont abattus. Et alors là, naturellement, le combat clandestin commence. Alors, je vais donc voir le bonheur. Et il me dit, dorénavant, tu vas faire attention à ce que tu dis. Tu ne me connais pas. Tu vas avoir des contacts avec des personnes. Tu ne les connais pas. Tu ne connaîtras jamais leur nom. Et tu vas te taire parce que ce que tu vas faire, personne ne doit le savoir. Il fallait rentrer au fond d'Aubervilliers pour voler du matériel. Rentrer dans le fort, en sautant le mur, aller chercher toutes les boîtes de pharmacie, un gars à l'extérieur, c'était moi, qui prenait donc les boîtes à pharmacie et qui les emmagasinait dans la cabane de jardinier. Je vais vous dire que quand on fait un truc comme ça, on les sert, hein. Ah ouais, on rigole pas. Il y en a qui me disent combien de fois, t'as eu peur? Si j'ai eu peur, cette connerie, bien sûr que j'ai eu peur. Voilà comment était une carte d'identité sous l'occupation. Et c'était à nous de trouver un nom. On choisissait évidemment un nom qui pouvait être prononcé par un Anglais, car j'ai aidé pas mal d'Anglais en difficulté, j'en ai jamais rencontré un qui pouvait passer pour un Français. Mais le plus sûr, il était indiqué qu'il était sourd-muet. Ça, c'était épatant. Nous étions voués au renseignement. Donc, on partait le matin, on allait en vélo, au bord de la côte. Notre secteur qui nous était attribué, c'était de Ouistreham à Annel. Notre alibi, c'était de chercher de la nourriture dans les fermes aux alentours. Et on relevait sur des petits morceaux de papier tout ce qu'on voyait. Et ce n'est qu'au retour, quand on venait chez nous, qu'on transcrivait ça au propre, on donnait ça à notre chef de groupe, qui lui faisait suivre. Et vous savez, c'était très cloisonné, la résistance. On ne savait pas qui faisait la suite. Pendant ces années-là, vous n'avez jamais su qui vous envoyait les instructions? Avec les petits chiffres? Non, les noms, alors les noms, non. Alors je pouvais trahir personne. D'accord. On appelait ça, à l'époque, on appelait ça les triangles. Mon groupe, à moi, c'était une soixantaine, coupé par petits groupes comme ça. Mais j'avais affaire à un groupe de communistes. Je ne le savais même pas. Vous, l'acte de résistance, ça a toujours été ça vous est toujours apparu comme une évidence? Vous vous êtes jamais dit, c'est peut-être un peu trop dangereux? Mais ça, on le savait. Mais ça, on le savait. On savait si on se faisait prendre, ça allait avoir des conséquences énormes. La plus grande peur qu'on avait, c'est d'avoir nos parents se faire fusiller à cause de nous. Aviez-vous conscience des risques que vous preniez pour sauver la France? Ce qu'on risquait, c'était, si on était repéré, être envoyé en camp de concentration. Et puis là, ça pouvait être toutes sortes de choses, mais rien de très agréable. Et donc, il fallait à tout prix essayer d'y échapper. Il a été arrêté. Le Gestapo l'a fait parler, sous la torture. Il a avoué des noms. Et c'est comme ça qu'il y a eu une arrestation en chaîne. Et moi, j'ai été arrêté le 10 mars 1944, au domicile de mes parents, devant ma mère, très tôt le matin. J'allume en vitesse le foyer qu'on avait, là, avec du petit bois qu'on avait, tout ça. Et puis, tous mes restants de papier, de trac et tout ça, que je cachais dans un coin, je les ai pris pour les brûler. Tout de suite, j'étais en train de les brûler, et derrière moi, j'entends « haut les mains ». Il y avait
2 flics qui étaient dans le bas de l'escalier. J'étais fait. J'étais arrêté. Il m'a tiré par les cheveux jusqu'à un mur de sa pièce où il y avait une carte du littoral du Calvados, qui avec sa matraque, il montait les endroits où nous allions espionner. Il avait été bien renseigné, d'autres avaient parlé, je ne sais pas. Après, il m'a ramené sur ma chaise, il a continué à me frapper, je ne sais plus où j'étais. Et puis, j'ai essayé de me lever, parce que j'avais les cuisses qui avaient doublé de volume par les coups. Je suis tombé. Enfin, je ne sais pas comment j'ai descendu l'escalier. Il m'est arrivé en bas, m'a propulsé dans une traction avant, et direction la prison. Et puis, il m'emmène rue des Sourcets. Et c'était la Gestapo. C'est là où atterrissaient les terroristes. J'avais 17 ans, j'étais devenu un terroriste. Voilà. Il arrivait dans une salle, on m'a attaché, et interrogatoire. Une sorte de jamais. Bon. Ce que je voulais, c'est que l'ensemble de ce projet soit mené par les élèves jusqu'au bout. Et donc il fallait que je raccroche le projet pour que tous les arbres sur les 3 départements soient transportés par aussi des gens dans cette formation. Et l'intérêt, c'était que les chevilles ouvrières retrouvent aussi les chevilles pensantes. Et donc, moi, je suis allé les voir, je leur ai expliqué, je leur ai dit, voilà, vous allez transporter quelque chose qui a une grosse valeur, une grande valeur symbolique. Hein, on transporte des témoignages sur des feuilles qui vont être installées sur les sites. Donc, on ne va pas travailler de la même façon. Et donc, ça a été intéressant de leur faire comprendre qu'un transport ne valait pas forcément l'autre. Voilà le matricule que nous avions, hein, que nous devions savoir en allemand. Donc, si j'entendais 84, 64, c'était moi. Un camp, c'est un endroit où on n'a pas de carte d'identité. Par contre, j'ai un bras. Mon bras est tatoué. On appelle ça les camps de la mort. Pourquoi? Parce qu'on était là pour mourir. Mais avant d'être liquidé, avant de mourir, on subissait le système concentrationnaire qui consistait à nous faire travailler 12 heures par jour ou 12 heures par nuit avec 1 litre de flotte, de rutabaga, je peux dire de la flotte parce que c'est pour ça que nous nourrissaient, le midi ou le soir. D'avoir de la nourriture dans la bouche, c'était pas une extase, mais presque. Hein. Alors, on mâchait, puis à un moment donné, il y avait un simulacre d'avaler, on restituait la nourriture dans la bouche, et de nouveau, on mâchait comme les ruminants, quoi. Tout ça pour prolonger le temps d'avoir un peu de nourriture à absorber. Lorsque nous avions de la viande au camp d'Auschwitz, c'était une viande déjà avariée. C'était pas très ragoûtant de voir cette viande marron avec des filets verts dessus, et pourtant il y en a qui ont mangé. Et je crois bien que j'en ai mangé aussi. Ma plus grande souffrance, ça n'a pas été la faim, ça a été le froid. J'avais l'impression que la moelle dans mes os se figeait tellement j'avais froid. Les membres se raidisaient. Et il fallait rester au garde à vous pendant des heures en attendant que les Allemands daignent venir nous compter. Si pour une raison ou pour une autre vous bougiez ou vous faisiez quelque chose qui semblait leur déplaire, ils vous tiraient des rangs et ils vous donnaient des coups de matraque, des coups de bottes, des coups de pied, des coups... Et ils vous laissaient pour mort par terre. Tous les jours, quand l'appel était fait,
elle était faite en musique. Il y avait des gars qui tombaient morts et continuaient à jouer, les gars. Et nous, on entendait ça. Et quand on nous disait aller au travail, on enjambait ces cadavres-là pour aller au travail. Et après, il y avait la voiture qui passait pour les ramasser, pour aller au four crématoire. Il y a eu des scènes de cannibalisme à Bergen-Belsen. Pour arriver à ces extrémités-là de sauvagerie, il ne faut plus être vraiment des hommes. Et on n'était plus vraiment des êtres humains. Tu vois des cadavres tous les jours. Tout ça à 17 ans. Tu le vis. Et puis tu veux vivre. Surtout, tu veux vivre. Et pour ne pas mourir, il ne faut pas non plus tomber dans la dégalasserie. Parce qu'il y en a pour ne pas mourir qui sont capables de faire n'importe quoi. Tout faire pour ne pas devenir comme eux. Pour une assiette de soupe. Ah oui. Tout faire pour rester quelqu'un, pour rester un être humain. Nous, on a résisté à ça. On est restés des hommes. Tu comprends? Nous avons trouvé vraiment ce qu'il y a de plus horrible, l'abandon de l'espoir. Je crois qu'on se considérait comme abandonnés du monde, et à la vérité, nous l'avons été. On ne s'est pas intéressé à ce qui nous arrivait. C'est quoi qui vous a le plus manqué? Manqué? Je sais pas. Je crois ma mère qui m'a le plus manqué. J'étais désespéré, j'avais plus envie, et j'ai dit à maman, laisse-moi là, je veux mourir, j'en ai assez de vivre dans ces conditions. Si vivre, c'est souffrir, si demain ce sera un autre aujourd'hui, je préfère arrêter tout de suite de vivre. Et maman m'a dit la seule chose qui pouvait me faire résister, m'a dit, si tu m'aimes, tu vas rentrer avec moi dans le wagon et on va continuer à essayer de résister. On a été libérés en avril 1945, c'est-à-dire presque un an après le débarquement et la libération de Paris. Quand c'est les Russes qui vous ont délivré le camp, vous le saviez à l'avance ou... Ah bah tiens, je vais vous raconter encore une histoire là-dessus. Le soir du 22 avril, un vacarme terrible, et puis la porte du camp qui saute. Et alors là, arrive un soldat soviétique, avec ma mitraillette. Il regardait partout. Et puis, ceux qui tenaient debout se sont levés pour aller au-devant de lui. Et il a posé sa mitraillette. Il a pleuré. Ah, c'était un môme, il avait peut-être ton âge. Et quand on a vu nos premiers soldats américains, c'était des hommes normaux. Mais nous, on les croyait des géants. Je faisais 1,60 m pour 29 kilos. C'était pas trop quand même. J'ai sauté dans les bras du premier qui était devant moi et je l'ai embrassé. Vraiment, il était pour moi le symbole d'une liberté, vraiment. Et lui devait être un peu enquiquiné avec un paquet comme moi sur les bras. Et il me répétait sans arrêt, « Pleure pas, petit Français, pleure pas ». Ça a été mes premiers mots d'anglais et je les ai compris. Et la guerre a été finie ce jour-là. Le fait de vous parler, c'est un petit peu une promesse tenue. Parce que beaucoup qui étaient dans le camp, qui sentaient leur mort arriver, qui savaient qu'ils n'allaient pas ressortir, nous disaient, si tu as la chance de revenir, surtout tu diras, ce qu'ils nous ont fait, c'est salaud. Voilà. Parce que leur parcours ou le mien, c'est pareil. C'est un peu leur voix qui parle. Moi, je considère que nous sommes des messagers de la mémoire. On a voulu vous renseigner, vous, les gosses, vous, les jeunes. Quand on était au camp, on s'était dit les uns et les autres, il faut qu'on tienne le coup. Moi, le gamin, je me trouvais au milieu d'adultes et ils disaient, quand on va rentrer en France, on va faire ceci, on va faire cela, voilà, on va faire un beau pays. Et puis aujourd'hui, quand on constate la situation de notre pays, on se dit, c'est pour ça qu'on voulait.
Mais malgré tout, comme on a l'espoir chevillé au corps, on se dit, quand on voit tous les gosses, on se dit, faut continuer. Résister se conjugue toujours au présent. Il n'y a pas d'histoire, c'est la vie qui le veut. Alors allez-y les gars. Merci beaucoup. La transcription des messages sur les feuilles, donc, ça a été un travail de sérigraphie. J'ai passé une semaine en immersion avec une classe de sérigraphes à Paul Cornu. Il a fallu écrire. Donc écrire, composer, donc comprendre ce qu'on dit. Des traductions, même si on ne maîtrise pas trop l'anglais ou l'allemand, il a fallu quand même les écrire, les vérifier, les relire, puis les installer sur les feuilles dans un arbre complètement décomposé. Donc il a fallu qu'on soit habile dans l'idée d'imaginer ce que pouvait être l'arbre debout alors que tout est par terre. Donc ça a été quelque chose qui était risqué et qui s'est vraiment très très bien passé. C'est une commande, on ne peut pas mettre un 12, on ne peut pas mettre un 8, on ne peut pas mettre un 15, il faut mettre absolument un 20, et donc ça ils le savent bien, on ne peut pas se planter quoi. Bah, c'est une fierté de se dire quand on ira voir, de se dire que c'est nous qui avons fait ce boulot-là. Et c'était un honneur déjà de travailler ici, donc on nous a parlé de ça, j'étais content et je me suis dit on va faire des arbres et les gens qui ont venu voir et ça fait plaisir quoi. Et le fait d'avoir fait ce travail-là, c'est vrai que ça a été un échange dans la classe qui a été vraiment très important. Ils grandissent, hein. Je pense qu'ils grandissent en faisant ça. Mesdames, Messieurs, je suis heureux et fier de partager avec vous ce moment où nous inaugurons le premier des 3 arbres de la liberté. Cet événement clôture une année de travail et d'échanges intenses avec les jeunes des lycées professionnels et les jeunes apprentis des CFA. Je me tourne vers vous maintenant, mesdames et messieurs les témoins, à l'heure où la violence est plus que frémissante aux portes de l'Europe. Vos voix, vos paroles nous ont raconté qu'il faut veiller et agir, et rappellent à tous, jeunes et moins jeunes, que rien n'est jamais acquis, et que ces arbres de la liberté, cette si belle liberté qui vous doit tant, ces arbres devraient devenir aussi symboles de paix. Merci à tous pour cette exceptionnelle aventure humaine. J'ai eu la grande chance de voir la préparation de ces œuvres d'art. J'ai vu ces jeunes gens travailler, je les ai vus dans leur atelier, et ils étaient de véritables professionnels. Et moi, je suis venu juste avec mes mots, avec mes sentiments, et aussi l'envie de leur dire merci. Merci parce que, grâce à vous, chaque fois que quelqu'un passera devant cet arbre, il se posera la question, que fait-il ici? Et il se répondra lui-même, il sert de témoin. Votre accueil est quelque chose qui nous réchauffe. C'est vraiment l'ouverture d'un nouveau monde. Merci à vous tous.
guirlandes. Je voudrais que vous reteniez de notre rencontre d'aujourd'hui. Le barbarisme nazi, c'est ça. C'est comme une maladie. Europa ist für mich das große erlebbare Ziel. Ni haine ni oubli. On était anciens, hein. L'autre côté, moi l'autre côté, mais maintenant nous sommes ensemble. If we wanted peace, we knew that we had to go to war. Résister se conjugue toujours au présent. Secret of happiness is freedom, and the secret of freedom is courage. We are living in Normandy, exactly where you fought in 1944. We are perfectly conscious of your sacrifices during the battle. We know your motivations and the meaning of your fight for liberty and democracy during the Second World War. That's the reason why, as a representative of all my comrades coming from France, I want to say in closing, thank you. We will never forget. Je vous remercie. C'était la première fois que je rencontrais face à face et que je pouvais interagir avec des vétérans de guerre et plus particulièrement de la Seconde Guerre mondiale. Et justement, c'était génial, j'ai vraiment apprécié ce moment. Il n'y a rien de plus enrichissant parce que c'est vrai qu'on apprend en cours d'histoire ce qu'est la Shoah, ce qu'ont vécu les déportés, mais par écrit. Là, il nous a transmis ça avec des anecdotes, des détails, voilà. Peut-être choquant, mais c'est la réalité et on ne peut pas s'arrêter à ce qui est écrit dans les livres. Moi, personnellement, j'ai peut-être l'impression d'en savoir plus que les autres qui l'étudieraient banalement, enfin, dans des cours d'histoire, alors que là, on a vraiment entendu quelqu'un qui l'a vécu et je pense que c'est vachement important. On peut comprendre ce qu'ils ont vécu par l'âge qu'ils avaient et l'âge qu'on a, qui est approximativement le même. Donc, quand ils racontent, on arrive plus facilement à se mettre à leur place, en fait. D'imaginer qu'ils avaient le même âge que nous quand ils ont quitté leur pays, leur famille, leurs amis pour venir secourir un pays qu'ils ne connaissaient pas forcément, c'est très... ça fait chaud au cœur, si on pourrait dire. Au jour d'aujourd'hui, quand je verrai des personnes âgées, j'aurai plus de respect parce qu'ils auront vécu quelque chose de fort, une histoire vraie et qui les ont bouleversés, quoi. Et j'aurai énormément de respect par rapport à ça, ouais. C'est très touchant quand même de voir des personnes comme ça qui nous racontent leur histoire. Nous, on se rendait vraiment pas compte. Voilà, là, ils nous ont tout expliqué en détail et moi, ça m'a touchée. C'est émouvant. Il y a une dimension humaine en plus de quand on a juste un livre entre les mains ou un film, on ressent vraiment, on est dans la même pièce, on ressent vraiment l'émotion qu'eux, ils ont à raconter. C'est cette émotion-là que nous, on reçoit. C'est important parce que quand ils seront plus là, il n'y aura plus personne pour nous dire comment ça s'est passé. Donc le fait qu'on ait des traces écrites, ça nous permet de mieux comprendre, d'avoir des informations supplémentaires. Et puis c'est toujours bon de perpétuer l'histoire, de ne pas l'oublier, de pouvoir s'en souvenir et puis d'avoir quand même des témoignages comme on vient de recueillir. Bien sûr, c'est un devoir, il ne faut pas perdre ces témoignages et on va essayer de les retransmettre un maximum. Je pense que c'était très important de le faire pour nous personnellement et aussi pour le reste de la France, pour pouvoir transmettre ce qu'ils nous ont dit. Pour les générations futures, de ne jamais oublier ce qu'eux ont vécu et ce qui pourrait éventuellement nous arriver un jour. Nous, je trouve qu'on fait partie de la dernière génération à pouvoir interagir avec leur génération à eux. Du coup, je trouve que c'est super important de pouvoir transmettre leur message aux générations qui vont suivre.